supporters des Verts en partenariat avec Active. Présenté par Keun. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Synthé Night Club. Avec nous ce soir, on va commencer tout de suite, celui qui nous a fait manger une sublime truffade qui reste ancrée dans nos mémoires, mais au prix d'avoir un garage enfumé comme une tribune de Geoffroy qui s'embrase. Bonsoir Hervé. Bonsoir Keun, bonsoir à tous, ravi d'être là encore. Comment tu vas ? Écoute, ça va très bien, on a expérimenté la Ligo, le match d'après. Donc je pense que j'ai ma place maintenant presque VIP au gang des Binous. J'espère bien quand même avec tout ce que tu as fait pour eux. Avec nous également celui qui a raté donc la fameuse truffade parce qu'il s'est retrouvé bloqué à Strasbourg par la neige. Souvenez-vous, c'était lors de Saint-Marseille. Alex de Peuple Vert, bonsoir Alex. Salut à tous. Alors je rectifie, en fait j'ai pas du tout été invité quoi. Voilà, donc je me rends compte que vous faites des trucs entre vous et puis je suis pas invité. Voilà. Alors, mais c'est pas grave les gars, c'est pas grave. Droit de réponse, c'est complètement faux, évidemment tout le monde était invité. On avait fait un doodle pour que tout le monde mette ses disponibilités. Monsieur n'était pas disponible, monsieur a raté la truffade, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oui mais les doodles c'est pas RGPD. Voilà. Et enfin, celui avec qui nous nous sommes retrouvés comme des gosses à écouter les anecdotes de Jean Dess, le mythique entraîneur des gardiens de Saint-Étienne, lors de cette fameuse soirée truffade. Bonsoir Kevin. Salut Keun, salut à tous, c'est vrai, belle anecdote, belle expérience, c'est subjugué par cette truffade divine de Hervé. Comme quoi la truffade ça crée des liens. Oui. Et évidemment Kevin est là ce soir pour faire entendre votre voix dans le chat. Évidemment, je vous salue également. Si vous avez des remarques à faire passer, il sera là pour les faire remonter. Donc, les journées passent et nous sommes de plus en plus proches de voir cette merveilleuse saison se prolonger vers une nouvelle étape, les terrifiants barrages. Donc, au programme aujourd'hui, débrief du match perdu contre Rennes, le coup de grisou d'Alex qui nous donnera un avis sur la Ligue 1 à 18, qui sera le lot des équipes qui seront encore en Ligue 1 l'an prochain, on espère en faire partie. Et enfin, on parlera du prochain rendez-vous contre Nice. Mais pour commencer, le débrief, c'est parti. Active Synthé Night Club, le débrief. Alors messieurs, je pense que vous serez d'accord avec moi, on a assisté à un bon gros match de Ligue 1 avec beaucoup d'intensité. J'ai envie de vous demander pour commencer simplement, qu'est-ce que vous retenez globalement de ce match ? On va commencer avec toi Hervé. Alors globalement de ce match, par rapport à ce à quoi on s'attendait, on va dire que c'est moins pire que prévu. On ne perd que 2-0, même si ça me fait mal au joufflu de dire ça. Je vais commencer tout de suite moi par le côté positif de ce que j'ai vu, c'est-à-dire que on n'avait pas vraiment le choix parce que les quelques armes très faibles offensives qu'on avait n'étaient pas là. Kazri, Amouma, Boudbouz, si tant est que ça reste une arme offensive. Mais donc voilà, on devait faire avec beaucoup d'absence et donc offensivement parlant, on savait qu'on allait être encore plus faible que d'habitude. On savait également que le goal average allait avoir son importance, donc le but c'était de ne pas prendre une grosse tôle. Ouais. On a limité la casse. Ce que j'ai bien aimé moi c'est compliqué à dire ce que j'ai aimé parce que j'ai pas aimé la stature de départ du coach et la composition d'équipe. Mais à partir du moment où les cartes sont posées et qu'on sait qu'on va passer tout le match à défendre, moi j'ai trouvé que tactiquement les joueurs avaient plutôt répondu présent. J'ai trouvé que ça coulissait bien quand Rennes, surtout en début de match, essayait d'étirer un petit peu les lignes défensives des Verts. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop d'erreurs, en tout cas, comme on en a eu malheureusement l'habitude de voir ces derniers temps. Donc voilà, moi cet aspect-là, je le retiens malgré tout, puisque comme vous le savez, je reste malgré tout optimiste, puisque mathématiquement parlant, rien n'est fait. Pas encore en Ligue 2, voilà. Tout à fait, et on sera probablement barragiste, donc pas officiellement en Ligue 2 jusqu'à la fin de la saison. Alex, de ton côté, est-ce que tu retiens un élément clé de ce match ? L'élément clé, c'est que maintenant, en effet, on réussit à prendre moins de buts et à pas charger la valise en jouant en 5-5-0. Alors, c'est une approche tactique qu'on peut entendre si on veut pas prendre trop de buts, si on veut soigner le goal average. Par contre, il faut accepter qu'on ne marque pas de but et de ce fait, si on veut au moins repartir avec quelque chose, il faut pas en prendre non plus.
Le problème aujourd'hui, c'est que même en 5-5-0, on prend des buts. Alors, je ne sais pas si on va avoir droit à un 6-4-0 en prochaine tactique ou à quelque chose d'encore plus blindé. Mais le coach Duprat, aujourd'hui, est en train de demander qu'on demande même à un niveau district, à savoir reculez tous, mettez-vous sur 2 lignes, coulissez du mieux que vous pouvez et laissez le moins d'espace possible. Voilà où en est Saint-Étienne aujourd'hui. Je ne suis pas déçu du résultat parce que je m'attendais vraiment à ce qu'on prenne beaucoup de buts. Ouais, c'est la question que j'allais te poser. C'est est-ce que finalement, avec les pronos qu'on avait fait la semaine dernière et avec l'anticipation de ce match où on s'attendait à être vraiment défoncé de toutes parts, finalement, t'es pas si déçu que ça du résultat? Non, on peut pas être déçu parce que Rennes, c'est pas une rencontre pour laquelle je pense le staff avait prévu de marquer des points. Donc Ouais. il fallait absolument limiter la casse. Je pense que Nice ne fait pas forcément partie non plus des matchs où on pourra marquer des points pour le staff. Donc il y a de grandes chances qu'on limite encore la casse à Nice et qu'on ait le même type de tactique. Je sais pas. Hein. Bon après. Ok. Voilà. On va en reparler, hein, bien sûr, à la fin de Ouais, cette émission ouais. du match contre Nice. Je précise que les photos que vous voyez, c'est les photos du déplacement à Rennes, mais il n'y a pas de photos du match à Rennes, puisque comme Kevin vous l'expliquait la semaine dernière, notre club a décidé de ne plus poster les photos les soirs de défaite du match. Donc on n'a pas de photos du match à partager. Je vous propose qu'on rentre directement dans le factuel. Hervé, est-ce que tu pourrais me citer un flop sur ce match ? On va commencer avec les flops et dans le chat aussi, donnez-moi vos flops du match et puis après on passera au top. Flop, Mangala, alors c'est une vilaine habitude qu'il prend lui. Je pense que sur beaucoup de matchs où il était également à classer dans les flops, la présence de Colo sur le terrain cristallisait un petit peu toutes les critiques de la ligne défensive. Mais là, Mangala, clairement, c'est très, 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 très compliqué. Deuxième flop que je mettrais, mais parce que c'est décevant, c'est Gourna qui a vraiment du mal à enchaîner plus de 2 ou 3 matchs consécutifs à un bon niveau. Ouais. Il avait, malgré les défaites, eu un abattage, l'énergie, le comportement. Là, sur le match de ce week-end, je l'ai trouvé en deçà par rapport à ça. Et puis après, je trouve que tous les autres ont été un petit peu kiff de toute façon, quoi. Voilà. Après j'aurais toujours un ou deux tops. On retient Mangala et Gourna dans les flops. Alex, toi de ton côté, c'est quoi Non, bon, moi j'ai pas envie d'être sévère avec Mangala. Mangala, c'est un gars sur qui on va facilement tomber dans pas très longtemps. C'est déjà un petit peu le cas. Alors j'avais dit la dernière fois que j'avais beaucoup aimé l'attitude de Mangala, c'était à ses débuts avec Saint-Étienne, que j'avais aimé son leadership et puis la façon dont il pouvait rassurer. J'en suis revenu, je me suis trompé. Je sais pas si on peut dire que tu t'es trompé parce que son niveau à lui est peut-être pas ouf, mais la progression de Nadé, peut-être qu'il y est un peu pour quelque chose. C'est difficile à dire ça de toute manière. Probable. Ouais, c'est probable. Maintenant, je veux pas lui tomber dessus. Moi, j'ai plutôt envie de tomber sur. J'ai plutôt envie de pointer la performance de Moukoudi. Parce que Moukoudi, voilà un gars qui ne progresse plus, voire même qui régresse, qui ne joue que de la même manière, c'est-à-dire passe à l'arrière, passe latéral, et qui ne crée absolument rien, qui n'apporte rien offensivement sur les phases arrêtées comme les corners. C'est un plot sur le terrain, c'est un 11e joueur qui fragilise énormément Mangala, qui aujourd'hui dans l'axe central a quand même la charge de récupérer toutes les boulettes de ses copains d'à côté, quoi. Qu'est-ce qui remonte du chat en flop? Pas de surprise, hein. Golorix qui n'y va pas avec le dos de la cuillère, qui nous dit que Mangala fait pire que Colo. Il a loupé tous ses matchs. Demonos qui nous dit Mangala, évidemment, il est à l'origine des 2 buts. Tala qui nous gratifie d'un Manga Pala. Et Layla qui amène un peu plus de nuances et qui nous dit en flop Mangala, Gourna et Moukoudi. Ce qui colle parfaitement avec vous, les gars. Alors c'est marrant parce que j'ai attendu de demander ton avis et l'avis du chat. Que ce soit Hervé, Alex ou le chat, on retient tous plutôt des flops défensifs,
Alors que en intro, on disait qu'on avait été peut-être un peu plus solide défensivement que sur les précédents matchs, qu'on s'était un petit peu renforcé derrière. Et là, finalement, malgré tout, les flops qu'on retient, c'est des postes défensifs. Comment vous expliquez ça ? Ben moi, je pense que c'est l'expression collective défensivement qui a été plutôt bonne. On va pas aller jusqu'à dire rassurante, puisqu'on en prend quand même 2, on perd le match, mais d'un point de vue collectif, la solidarité, quand on dit c'est pas que les 4 de derrière qui défendent, c'est toute l'équipe, etc. C'est ce que je disais en préambule. Moi, je trouve que le bloc équipe a plutôt bien fonctionné de ce point de vue-là. Après, c'est individuellement, effectivement, où on a vu les grosses lacunes. Là où je reviendrai quand même sur ce qu'a dit Alex, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mangala, pour moi, il n'a pas à être fragilisé par Moukoudi. Moukoudi a à être rassuré par Mangala. Quand on prend la stature, la carrière de ces 2 joueurs-là, Mangala doit justement avoir l'aura et la compétence, j'ai envie de dire, pour mettre Moukoudi un petit peu plus à l'aise. Chose qu'arrivait à faire très très bien, par exemple, à son temps, Loïc Perrin. Loïc Perrin, vous pouviez lui mettre n'importe qui à côté. Le mec progressait. Avant lui, il y avait Sylvain Marchal qui avait aidé à beaucoup de jeunes à progresser. Ou même plus récemment, Pape Abdoulaye Cissé qui avait fait 6 bons mois et qui avait apporté de la sérénité. Effectivement. Exactement, donc je trouve que raccourcir en disant Mangala le pauvre, il a des brels à côté, je suis d'accord, mais pas le pauvre quand même, parce que lui devrait être au-dessus justement de la mêlée, devrait surnager, et là on s'aperçoit finalement qu'il plonge avec tout le monde, donc petite nuance par rapport à ce que Alex disait, quoi. Ouais, je suis d'accord Hervé, mais il y a quand même quelque chose sur lequel je pense qu'on peut tous revenir, c'est que Mangala, qu'on a annoncé comme le défenseur qui avait coûté le plus cher à son époque et comme un ancien international, est finalement un défenseur assez lambda dans cet effectif. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, puisqu'on sait qu'on a un défenseur lambda, il ne faut pas en attendre qu'il soit leader dans ce trio de centraux. Et puisqu'il ne peut pas être leader, il se retrouve à subir un petit peu aussi les partenaires qu'il a à côté de lui. Côté gauche, avec Nadé, on va dire que ça tient à peu près la baraque. Et c'est Nadé qu'on voit progresser. Mais côté droit, avec Moukoudi, en tout cas, ça ne fonctionne pas du tout. Et quand Bakayoko est là, c'est plus rassurant. Alors Bakayoko a fait ses boulettes aussi. Bakayoko fait des erreurs, mais Bakayoko a 19 ans. Mais avec Moukoudi, on est à peu près sûr que Moukoudi-Mangala, c'est le duo perdant. Ouais. Et est-ce que finalement, parce que là on parle un petit peu de la prestation défensive, est-ce que, je vous pose la question à vous, et puis je vous pose aussi la question dans le chat, on a vu Pascal Duprat arriver avec une tactique très défensive. Est-ce que vous pensez que c'était la bonne solution face à Rennes pour essayer de pas en prendre et peut-être arnaquer un truc sur un but un peu improbable, ou est-ce que vous êtes quand même déçu de voir qu'il y a une tactique aussi défensive et qui finalement nous empêche pas d'encaisser? On serait sur une autre période de la saison, on serait ventre mou et quasiment assuré du maintien, plus rien à jouer. Pourquoi pas y aller avec un petit peu la fleur au fusil. Après, je répète quand même qu'offensivement, il nous manquait du monde. Y aller avec une tactique où on se dit on va se faire plaisir, etc. Pourquoi pas. Là, par contre, on était au coup d'envoi à 4 journées de la fin du championnat. Une position de barragiste, des dynamiques complètement inversées entre Rennes et la SSE. Donc y aller, je reprends l'expression, la fleur au fusil, en disant faisons-nous plaisir, faisons du jeu pour nous sauver. Je pense que là, on serait encore plus tombé sur le coach, et à juste titre. Là, il faut limiter la casse, on l'a dit, le goal average peut avoir son importance. On a vu l'avance qu'on avait sur les Bordelais, notamment en termes de goal average, a fondu comme neige au soleil sur les 3-4 dernières journées. Donc voilà, pour moi, je trouve que c'était la meilleure façon, parce que en plus, beaucoup d'équipes qui ont des arguments offensifs à faire valoir face à Rennes repartent quand même avec 0 point. Nous, je le redis, on n'avait aucun ou très peu d'arguments offensifs à faire valoir, donc je pense que ça aurait été très risqué de penser à une autre tactique, même si je le redis, cette tactique-là du départ, moi, ne me plaît pas. Oui, elle te plaît pas, mais en gros, si je résume ce que tu dis, c'est que ça te plaît pas, mais c'est valable dans la situation dans laquelle on est à 4 journées de la fin.
Exactement. Alex, t'es d'accord avec cette idée Ouais, je suis là où d'accord. tu te dis de toute manière on n'a plus rien à perdre justement, on est à 4 journées de la fin, il faut y aller, il Non. faut marquer des points, on y va, quitte à en prendre 6, tant pis pour le goal average, on essaye quand même de gagner. Non. Il faut en effet qu'on préserve cette forme de confiance, le peu de confiance qui nous reste, il faut qu'on le préserve. Prendre 6 buts tous les week-ends, on a vu ce que ça avait fait à Bordeaux. Donc je pense qu'aujourd'hui, même si la tactique ne m'a pas plu, c'était la seule tactique possible. Comme dit Hervé, il n'y avait pas d'attaquant réellement disponible à part Denis Bouanga et Arnaud Nordin. Je classe pas Sadat Youb et Bakary Sako comme des attaquants, mais comme des mecs qu'on fait rentrer à la fin quand un match est perdu ou gagné. Donc aujourd'hui, Non, pour moi, il y a l'entrée de même si Bakary Sako, je pense elle était que ouais. s'il avait été titulaire, il aurait bien mérité sa place dans les flops parce que moi je regardais le match avec des potes. Bakary Sako, on observait chacune de ses prises de balles et il n'y en a pas eu beaucoup et c'était compliqué. Le problème, c'est que c'est un joueur qui, à mon avis, déjà a un petit peu le poids des âges, mais surtout est complètement encore hors de forme. On voit qu'il est lourd, on voit. Alors, il transpire beaucoup d'efforts. Peut-être que c'est quelqu'un qui transpire beaucoup, mais on sent qu'il y a encore un petit peu de masse graisseuse à évacuer. Mais le problème n'est pas là. Le problème, il est qu'on n'a pas de talent offensif et que jouer défensif, samedi, c'était la bonne tactique. Ouais. Maintenant, ce que je regrette, c'est qu'il y ait sur les phases arrêtées, sur les corners, sur quelques coups francs, c'est qu'on n'ait pas plus de talent, c'est qu'on ne voit pas plus de combinaisons, c'est qu'on a l'impression qu'on ne bosse pas tactiquement à l'entraînement. C'est affligeant en fait. On a l'impression que cette équipe n'a pas d'idée ou qu'on ne lui en donne pas. Voilà, c'est ça qui me gêne. Ouais. Est-ce que le chat est d'accord avec cette idée que finalement, même si c'était un peu triste, c'était la bonne tactique à adopter? Oui et non, puisque on rejette quand même un peu la faute sur Pascal Duprat et le fait que ses résultats parlent pour lui, selon Golorix. Et El Cato qui nous dit, bah, à un moment donné, il va falloir jouer quand même. Bah c'est ça, parce que on peut éviter de perdre, sauf que si on va en barrage, ce qui a l'air de se profiler, bah va pas falloir juste éviter de perdre, hein, va falloir gagner aussi. Bon messieurs, justement, il nous reste 3 matchs avant ces potentiels barrages, on va essayer d'avoir un petit peu d'espoir quand même. Est-ce que de cette défaite contre Rennes, Alex, toi tu retiens quand même du positif? Est-ce que tu retiens des joueurs en top? En top, j'ai bien aimé Adil Aouchiche, Ouais. parce qu'une Alléluia. Oh, Ouais, putain. Je suis entouré de alors, fans d'Aouchiche, quoi. Aidez-moi le chat. Putain, ils sont 3 là non, contre moi. non, mais Adil Aouchiche, je trouve, a délivré des passes intelligentes, des passes bien senties. Euh, je, je lui reprochais un petit peu, comment dire, physiquement, d'être toujours très fragile. Il continue de gagner un petit peu en volume physique, donc je trouve que ça lui donne de la consistance dans les matchs. Il est beaucoup plus présent. Maintenant, on est encore loin du Adil Aouchiche qu'on nous avait annoncé, venant du Paris Saint-Germain, étant une pure pépite et qui devait débloquer les rencontres. On lui a peut-être mis trop de choses sur les épaules. Mais j'ai bien aimé son investissement et sa vista pendant ce match, parce que le peu de choses qu'il a fait positivement, ça a amené 2 occasions de but, une frappe et une passe quasi décisive pour Nordin. Simple curiosité, Alex, toi, tu le mettrais où idéalement sur le terrain, Aouchiche? Pour toi, c'est quoi son poste? Moi, j'aimerais bien le voir dans l'axe, là où aujourd'hui est situé Riyad Boudbouz. Je pense qu'il a besoin de liberté, ce joueur. Maintenant, c'est un peu difficile. On le voit tellement trimballer de droite à gauche en passant par le milieu que c'est vraiment difficile de savoir où est-ce qu'il s'exprime le mieux. T'en penses quoi, toi, Hervé? Parce que je sais que Aouchiche va probablement faire partie aussi un petit peu de tes tops. Ben oui. C'est quoi pour toi son meilleur poste? Et je vous pose la question aussi dans le chat. Ben moi, le poste, alors je verrais bien effectivement à la place de Boudbouz, un petit peu en 10. Mais alors à quelle place de Boudbouz Boudbouz? Parce que Boudbouz, il Mais a fait voilà. libéraux, il a fait 10, il a fait... Mais moi, je verrais bien également un petit peu, alors c'était l'expression, le fameux poste de Regista, Ouais. où Boudbouz, sur les 2 ou 3 derniers matchs de Claude Puel, pour le coup, avait surpris agréablement tout le monde. Aouchiche, moi, parce que j'ai une affection particulière pour ce joueur-là. J'ai vu pas mal de ses matchs en équipe de France Espoir, notamment, et c'est souvent à ce poste-là, en fait,
qu'il est décisif, c'est-à-dire qu'il remonte le ballon, il prend appui, il accompagne les actions, il est décisif. Alors je parle bien de sa période équipe de France espoir ou même pas espoir, U17 quoi. Donc ouais, plein axe de toute façon. Et après Auchis, c'est un joueur qui de toute façon, je pense, donnera la pleine mesure quand il sera dans une équipe qui aura la possession de balle. Un joueur de son gabarit qui évolue dans une équipe qui défend exclusivement comme on l'a fait ce week-end-là, c'est compliqué. Et malgré cela, effectivement, je suis d'accord, samedi, dans l'investissement, dans l'état d'esprit, dans la débauche d'énergie, dans les quelques coups qu'il a eu à jouer, encore une fois, ça a été son gros problème quand Claude Puel l'utilisait beaucoup, Auchich. S'il avait eu des gars capables de transformer ses passes en passes décisives, on aurait peut-être un regard complètement différent sur lui. Il n'y en a pas eu 50 exemples samedi, mais il y a une passe pour Norden qui doit être une passe décisive parce que Norden doit aller la mettre au fond. Donc, Auchich, voilà, il n'a pas eu énormément l'occasion de s'exprimer malgré tout, mais je l'ai trouvé, moi, très consistant. Encore une fois, l'état d'esprit au top. Donc oui, clairement, pour moi, le top du match, clairement. Donc, Auchich, l'état d'esprit, et si tu devais sortir un deuxième joueur mais pareil, si possible, par rapport à la débauche d'énergie, moi j'ai bien aimé Bouanga parce que voilà, Bouanga, on sait que même s'il voit pas beaucoup la surface de réparation adverse, il est capable de répéter les efforts, il est capable de défendre, il lâche rien, il se cache pas. Donc par rapport à ça, Bouanga, et puis après Nadé pour mettre quand même un côté positif aussi sur la ligne arrière. Nadé, comme on l'a dit, qui continue de progresser, qui a eu la bonne idée de rester à Saint-Étienne cet été parce que si on l'avait pas, alors c'est peut-être un autre sujet, on verrait peut-être deux autres joueurs notamment. Oui, on va en parler juste après, ouais. Voilà. Mais ouais, Nadé, je mettrais Auchich, Bouanga, Nadé quoi. Alors qu'est-ce qui ressort dans le chat pour les tops et où est-ce qu'ils mettent Auchich sur le terrain? C'est une question qui m'intéresse parce qu'il a été beaucoup bougé et il a eu des performances vraiment qui étaient très variables. Donc je suis curieux de savoir où les gens le mettent. Eh bien, écoute, à la quasi-unanimité en 10. Ok. Donc, pas de grosses surprises dans nos stratèges du chat. Bon, pour ça, il faudrait que Pascal Duprat joue avec un 10. Qui ne soit pas bout de bouse. Qui ne soit pas bout de bouse. Ce qui fait deux facteurs qui réduisent les chances que ça arrive. Ensuite, au niveau des tops, bien sûr, il y a Auchich, mais je garde le meilleur pour la fin, donc j'en parlerai tout à l'heure. Mais il y a Goloris qui nous dit en top, et j'ai aussi aimé Camara qui ne lâche rien. Et voilà, El Cato qui nous dit Auchich, et ça l'écorche de le dire. Benjamin, qu'on salue, qui nous dit meilleur match d'Auchich depuis son arrivée. Il a du ballon, comme dit Hervé. Et El Cato aussi qui surenchérit, la passe sur Nardin est superbe. Le cartographe qui nous dit Adil Auchich a joué à son poste aussi, ce qui fait la différence enfin. Ouais. Et Nico Saint-Paul qui lui ne peut pas s'empêcher de taquiner le néo-parisien qui nous dit son meilleur poste sera sans doute dans un autre club. Ok. Bon, eh ben, on verra s'il reste avec nous l'année prochaine. Ça pourrait arriver, oui. C'est possible, ouais. C'est pas impossible qu'il y ait un départ d'Auchich cet été. Je sais pas s'il a encore une petite cote vis-à-vis des autres clubs. Je me demande. Et oui, du coup, tu as évoqué Camara. C'est vrai que Camara, c'était un match un petit peu pour lui parce que c'était un vrai match de Ligue 1 avec des joueurs qui étaient durs sur l'homme. Vous avez pensé quoi de la prestation de Mady Camara ? Ouais, bonne presta. Il fait ses matchs. Il est dans ce qu'on attend de lui. Il n'y a pas de talent à l'extrême, mais il y a juste ce qu'on lui demande de faire. Après, Mady Camara n'était pas capitaine pour rien non plus. Puel aimait les joueurs besogneux qui mouillaient le maillot, c'en est un. Maintenant, quand on voit que Mady Camara est le joueur le plus régulier dans l'esprit des gens, celui dont on concite systématiquement dans les tops quasiment tout le temps, ça montre quand même le niveau de talent dans cette équipe. Très bien. Alors, on a beaucoup évoqué la situation défensive, on a beaucoup évoqué les joueurs défensifs, et on s'éloigne un tout
petit peu du match pour faire du bord terrain. La situation de Bakayoko et de So, donc deux jeunes joueurs issus du centre de formation. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce qui se passe avec eux? Est-ce que vous comprenez la sortie de Pascal Duprat en conférence de presse qui a été perçue comme assez violente quand même pour de nombreux supporters et probablement par Seydou So? Est-ce que vous comprenez un petit peu ce qui se passe autour de ces deux joueurs et particulièrement de Seydou So, Hervé? Alors, je comprends pas parce que Seydou So, pour le coup, c'est un joueur. Alors, peut-être que Duprat l'a pris comme joueur estampillé Claude Puel, puisque c'est Claude Puel qui a fait découvrir le monde pro à Seydou So. Moi, je trouvais qu'il rendait quand même de bons services à l'équipe, que ce soit défensivement ou même offensivement, puisque sur corner, pour le coup, on en parlait tout à l'heure, il arrivait à glisser un ou deux coups de cabine et à mettre des buts. En plus important, une égalisation contre Lille, une égalisation contre Clermont dans le match qu'on remporte dans les arrêts de jeu. Défensivement, je le redis, c'était plutôt rassurant par rapport à ce qu'on a. Donc non, moi je comprends absolument pas. Donc je présume qu'il y a, qu'il y a quelque chose entre les hommes, quoi. Après, présumer de quel est le problème, je vais pas m'y risquer, mais clairement, c'est pas un problème sportif ou de niveau, parce que quand on voit comment on est à la ramasse défensivement, Seydou So, il ferait pas tâche en étant titulaire chaque week-end à Saint-Étienne. Hein. Pour le coup, Pascal Duprat, je sais pas si tu as vu cette conférence de presse, Alex, mais il disait vous avez vu son match avec la réserve, c'est une raison sportive. Tu penses que c'est un gentil petit mytho ou est-ce que c'est... Non, je pense que c'est une sortie comme un entraîneur ne devrait pas en faire, si ce n'est pour démolir gratuitement un jeune joueur qui a rien demandé à personne, qui pourrit pas le vestiaire et qui va en réserve quand on lui demande d'y aller. Tout le monde ne le fait pas. Je pense que sa sortie, et on parle de Pascal Duprat qui pèse tous ses mots au gramme près, et je pense que si sa sortie est malheureuse, ça veut dire qu'il est en train un petit peu de perdre le contrôle, et ce serait mauvais signe. Si sa sortie est volontaire, elle est juste pas admissible, quoi. Ouais. Donc en effet, Seydou So, moi je le trouve aujourd'hui, je le trouvais à l'époque meilleur que Moukoudi, et j'attendais pas Moukoudi quand So était sur le terrain. On peut lui reprocher des choses. Je le vois pas tous les jours à l'entraînement, Seydou So. Je sais pas où il en est. Je sais pas comment il a récupéré de sa blessure. Mais voilà, ce que je sais, c'est qu'il y en a un autre, et je pense qu'on va y venir, mais qui s'appelle Bakayoko, qui lui a montré des choses relativement rassurantes, notamment en termes de vitesse, à côté de nos piliers Moukoudi. Moi je les appelle les tractopelles, mais même s'ils apportent par d'autres côtés dans l'impact physique, je suis désolé, mais quand un joueur est lancé et un peu rapide, il n'y en a aucun des trois au centre qui est capable de rattraper l'attaquant. Donc Bakayoko était rassurant, au moins de ce point de vue-là. Voilà. C'est sûr qu'on ne gagne pas les JO du 100 mètres avec la charnière Mangala, Nadé, Moukoudi. Hein. Ah, c'est sûr. C'est sûr. D'autant qu'il n'y a pas de culture du placement telle que pouvait l'avoir Perrin à son époque, qui lui était lent, mais savait se placer de façon telle à ce qu'il soit jamais pris dans son dos quasiment. Et encore, il était lent sur la fin, mais sinon c'était pas un joueur rapide. Mais... Un faux lent, non. Bayal était bien lent. Oui. mais lui, il se plaçait bien sur le joueur. Et puis il était agréable offensivement, très solide défensivement. On l'aime bien quand même, hein, Moustapha Bayal, ça. On a des bons souvenirs. Dans le chat, qu'est-ce qui ressort un petit peu sur cette situation de So et de Bakayoko, mais plus particulièrement de Seydou So? Alors, c'est plus particulièrement Seydou So qui anime les débats dans le chat. D'ailleurs, on salue Karl qui est membre numéro 1 du fan club de Seydou So, à défaut d'avoir le fan club de Roma Mouma, vu que celui-ci est tout le temps blessé, il faut bien avoir quelqu'un. Mais en tout cas, Karl était peut-être un chat noir au niveau du supporterisme. Le cartographe qui nous dit qu'il pense que Duprat trouve que So n'arrive pas à retrouver son rythme depuis la CAN. El Cato qui nous dit après c'est difficile de faire entrer des jeunes à 3 journées, surtout pour Duprat. Ouais. Et Magic Power qui nous dit après s'il ne se montre pas prêt physiquement et qu'il ne fait pas de bonnes prestats en réserve. Et enfin Pascal qui me dit j'ai vraiment l'impression que Duprat ne croit pas du tout en So, comme il l'a dézingué en conférence de presse, même si c'était vrai, qu'en réserve il n'avait pas été bon.
Non, mais Donc, attends, excuse-moi, là, je me permets. Non, mais Vas-y, termine. entendre Duprat dire est-ce que vous avez vu les matchs de la réserve euh, pour justifier le fait qu'ils ne prennent pas Sceaux. On parle, c'est quand même le même entraîneur qui arrive à titulariser je ne sais combien de fois de suite un mec comme Colo, dont il voit tous les matchs, et ça lui met pas une seule ride au visage que de se dire peut-être que Colo, je vais pas le mettre là parce qu'en effet il est friable, parce qu'en effet il n'est pas en confiance, parce que le public l'a pris en grippe. Et il nous le ressort sur son dernier match où c'est catastrophique, et il nous le reprend dans le groupe quand même, des fois qu'il aille mieux ou qu'il puisse rentrer en cours de match. Moi, je trouve ça hallucinant qu'il réponde aux journalistes « Allez voir les matchs de la réserve », alors que lui-même met sur le terrain un gars dont tout le monde voit qui ne peut plus être sur un terrain de foot. Et pour répondre, je vais faire un peu le gossip, mais pour répondre à ceux qui évoquent la blessure et le manque de rythme de Sceaux, je crois savoir, en tout cas, ce que je me suis laissé entendre dire, que Sceaux, ça fait belle lurette qu'il ne souffre plus du tout de sa blessure, et que a priori, on serait pas loin de la rupture avec ce joueur-là, et que Loïc Perrin serait en train un petit peu de jouer les pompiers de service. Ouais. On l'a vu d'ailleurs, ce qui a filtré avec Cromeyer, qui a priori aurait demandé à Duprat de reprendre Sceaux dans le groupe. Donc voilà, il y a clairement un problème là d'homme. Je pense que soit le niveau en réserve, le niveau, on peut parler de ce qu'on veut, mais il n'y a pas un problème de niveau en réserve, même si, comme Alex, tu as très bien dit, c'est tant bien même il y aurait un problème à ce niveau-là, le balancer comme Duprat l'a fait. Mais j'en profite, moi, pour glisser sur Duprat. Et il est arrivé comme un mec ultra humain, très proche des hommes, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même pas loin d'être l'inverse, voire l'exact opposé en fait de cette image-là, et de ce qu'il veut bien nous faire croire et de ce qu'il veut nous faire entendre en conférence de presse. Ce qui est terrible, c'est qu'il nous reste très peu de matchs et qu'on se dit que les problèmes d'ego, que ce soit d'un côté ou de l'autre, peu importe, on connaît pas tous les détails, mais on pas leur place ici. Vous savez les gars que dans 4 semaines... vous verrez plus. C'est un peu triste d'avoir à débriefer ce genre d'affaires, d'histoires, alors qu'on a un club à sauver, quoi. Il reste pas beaucoup de temps, les gars. Union sacrée, merde, quoi. C'est galvaudé. Mais mais moi, l'Union sacrée, tu sais, je suis allé au stade. Moi, les 3 derniers matchs à Geoffroy-Guichard, j'y suis allé. Je me tape 300 bornes aller, 300 bornes retour. Donc, pour moi, l'Union sacrée, je fais à ma petite mesure ce que je peux faire. Ah oui, mais c'était pas un reproche pour les supporters, au contraire, c'est plus un reproche de mettez vos égos de côté, quoi, dans le club. Complètement. Oui, mais quand tu vas chercher Pascal Duprat, tu sais que tu vas chercher l'un des entraîneurs les plus égocentrés de Ligue 1, Ligue 2 et nationale confondus. C'est-à-dire que tu sais que c'est un mec qui va d'abord jouer sa partition pour lui. Il dit qu'il ne regarde pas la presse, il dit qu'il ne regarde pas les réseaux sociaux, c'est faux, c'est archi faux. Il regarde tout ce qui se dit sur lui. Si c'est pas lui qui regarde, c'est d'autres personnes qui lui rapportent, mais en tout cas, il veut savoir et il regarde systématiquement quelle est l'image qu'il renvoie dans l'opinion publique. Il s'est calmé avec les supporters. Il a commencé à faire de la dragouille. C'était tellement gros qu'à un moment donné, il s'est calmé et qu'il ne parle plus tant des supporters. Ouais. Rappelez-vous, depuis l'épisode de « Je veux aller dans le COP fêter ça avec les supporters », il n'a plus parlé des supporters de la même manière. Eh bien, ces joueurs, depuis plusieurs semaines, il dit qu'il les admire, qu'il les adore, etc. Ouais, sauf que c'est pas tout à fait ça en réalité. Et Hervé, tu as tout à fait raison. Dans le vestiaire, c'est pas aussi, c'est pas le papa de tout le monde. Il regarde systématiquement le SNC aussi. On le salue du coup. On salue Pascal. Salut Pascalou, ouais. On croit en toi, ça va être super. On va accrocher la 16e place, tu vas voir, ça va être génial. Bon les gars, ce week-end on a perdu contre Rennes. On a perdu 2-0 contre Rennes. Malheureusement, on s'y attendait un petit peu. On s'attendait même potentiellement à ce que ce soit pire. Mais on n'était pas la seule équipe à jouer. Il y a eu aussi nos concurrents au maintien qui ont joué. Et parmi eux, donc il y a 3 qui a gagné. Il y a Bordeaux qui a perdu. Enfin bref, qu'est-ce que vous pensez un petit peu des résultats de ce week-end ? Est-ce que pour vous, c'est des résultats favorables on souffle, ou est-ce que au contraire le fait que 3 ait pu engranger quelques points, ça vous fait peur ?
Bah après, 3, moi, ça fait un petit moment, d'ailleurs, depuis qu'on les a rencontrés, que malheureusement, je me suis dit qu'on les reverrait plus. Parce que quand on les joue et on a l'occasion de leur passer devant, on a l'occasion de taper un grand coup dans cette course au maintien, on fait pas mieux qu'un triste, très très triste match nul un partout. Et moi, à partir de ce soir-là, je me dis 3, c'est bon, on les voit plus. Et ça fait quelques semaines, je me dis qu'à part Clermont, on va de toute façon rien gratter de plus. Et c'est même pas dit en plus qu'on gratte Clermont. Les résultats du week-end, bah, statu quo, mis à part 3, mais comme je vous le dis, moi 3, je les voyais plus dans le viseur. J'avais un doute, mais Metz a bien fait match nul, donc ils reprennent un point sur nous. Ouais, après, bon, Metz, il y a quand même un petit peu plus de chemin. Il faudra qu'ils doublent Bordeaux avant de revenir sur nous. Donc voilà, dans le rétroviseur, statu quo. Et dans le viseur, je vous dis, moi, il n'y a que Clermont que je vois touchable par Saint-Étienne depuis quasiment un mois maintenant. Donc les résultats du week-end, pour le coup, ouais, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, quoi. Statu quo complet pour les cancres. Pas forcément favorable, mais pas forcément défavorable. T'es d'accord, Alex ? Ouais, je suis d'accord. Alors bon, moi je remercie quand même des équipes comme Montpellier, comme Nantes, comme Nice, parce que grâce à elles, je lève les bras devant ma télé tous les week-ends. C'est vrai. Bah ouais, parce que quand même, Montpellier qui marque dans le temps additionnel et qui ramène Metz, qui permet à Metz de ramener 1 point et pas 3, bah ça fait du bien. Nantes qui renverse une situation improbable contre Bordeaux à domicile alors que Bordeaux doit gagner, je remercie Nantes. Voilà. Et puis Nice qui a la bonne idée d'aller taper Bordeaux à Bordeaux, bah, honnêtement, et l'ambiance à Bordeaux était là et les supporters jouent le jeu aussi à Bordeaux. Hein. Et l'équipe est un petit peu moins disloquée qu'il y a encore 2 ou 3 semaines, mais ça suffit pas et Bordeaux perd à l'arrivée. Donc, moi, je trouve qu'on a beaucoup de chance avec 31 points de se retrouver là et de ne même pas être largué pour se maintenir sans les barrages. On va aller vers le chat un petit peu. Est-ce que tu as envie de faire remonter des choses, Kevin ? Bien écoute, oui, El Cato qui nous dit ça va se jouer entre Bordeaux et Clermont. Le cartographe qui nous dit Clermont, il joue Strasbourg et Lyon, il ne faut pas l'oublier. Et Benjamin qui nous dit j'ai limite plus d'excitation en regardant les matchs de nos concurrents quand ils perdent. Le scénario à Bordeaux et pour Metz, c'est plus d'émotion que les matchs de la SS. Et je pense que ça résume parfaitement notre état d'esprit à tous. On espère juste que les autres soient plus faibles que nous. Moi, il y a quand même quelque chose. Je sens un petit peu de résignation, entre guillemets, pas vis-à-vis de la fin de saison, mais vis-à-vis du match contre Rennes. Moi, j'étais quand même un peu en colère à la fin du match contre Rennes. Je vais vous demander votre avis là-dessus, parce que j'espérais pas forcément qu'on gagne, mais j'espérais voir une équipe quand même un peu plus dangereuse. Là, j'ai l'impression que d'ici la fin de saison, je pense qu'il va encore falloir marquer des points si on veut se maintenir. Avec cette tactique-là, avec cette manière de jouer-là, je vois pas comment on peut engranger ne serait-ce qu'un point. Ça vous fait pas peur, vous, ne serait-ce que la semaine prochaine contre Nice, d'imaginer que ce sera sensiblement, comme tu le disais au début, un 5-5-0 en tactique ? Bah après, je pense que contre Nice, il y aura peut-être 1 ou 2 retours, même si Kazri, de mémoire, lui, est suspendu, donc on le reverra pas. Mais Nice, quand même, est un petit peu moins fringant depuis un certain temps que ne peut l'être Rennes. Donc peut-être un petit peu moins de crainte de la part du staff et des joueurs à prendre une grosse volée, puisque Nice, contre les petits, contre les cancres, pardon, comme je viens de les appeler, c'est des victoires étriquées. On l'a vu encore là face à Bordeaux. Hein, ouais, mais ça reste une victoire. Ça reste une victoire, on est d'accord. Ils savent gagner. Mais par contre, je les sens quand même beaucoup moins solides et beaucoup moins sereins que ne le sont les Rennais. Après Nice, on va les jouer après leur finale de Coupe de France. Et ça aussi, qu'ils la perdent, qu'ils la gagnent, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est le vrai Nice de la saison qu'on va jouer ? Est-ce que c'est pas plutôt l'équipe qui viendra de remporter un titre ou l'équipe qui viendra de perdre une finale ? Je sais pas, mais ça va être particulier comme match. Moi, je nous vois plus capable de quelque chose contre Nice que ce que je nous voyais capable de quelque chose contre les Rennais, quoi. T'es d'accord, Alex ?
Ouais, je suis assez d'accord, d'autant que va manquer Kefren Turam, et c'est pas anodin que Oui. Kefren Turam soit pas là pour Bien Nice. sûr. Donc ça va laisser un petit peu d'oxygène à nos milieux qui en auront bien besoin. D'autant, et je rejoins Hervé, qu'on va récupérer des joueurs qui étaient absents depuis longtemps, et on va certainement revoir Amouma, et on va certainement revoir dans le groupe Falaï Sako, et on va sûrement revoir des Riyad Boudbouz. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'expérience et des joueurs bon, qui, si ils sont inconstants, en tout cas apportent un plus. Par exemple, un Riyad Boudbouz que moi je trouve absolument exécrable dans son rôle offensif, a quand même la faculté de garder les ballons et de permettre au bloc de D'organiser un remonter. peu. Ouais. Voilà, ce qu'on n'a pas vu à Rennes. Et à Rennes, il nous a manqué cette phase un petit peu de temporisation pour que le bloc remonte et qu'on puisse un petit peu mettre la pression sur les Rennais. Si à Nice, on parvient à faire ça, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Donc, je suis plus optimiste, mais moi, à mon avis, Pascal Duprat fait tout pour préparer Reims et tout faire pour qu'il y ait victoire contre Reims, parce qu'on a aussi un mec comme Crivelli qui pourrait revenir. Oui, il faut pas Et Nice pourrait être un petit peu la remise en jambe de tous ces joueurs absents pour que Reims soit un petit peu le match de gala qui nous permette de sécuriser les barrages. Alors Alex, je vais te laisser la main. Je pense qu'on a fait le tour sur Saint-Étienne-Rennes, sur Rennes-Saint-Étienne, pardon. Et on va passer à ton coup de grisou et tu vas nous parler de la Ligue 1 à 18 qui pour toi te semble justifiée. Petit jingle et c'est à toi. Active Saint-Étienne Night Club. Le coup de grisou. Nous t'écoutons Alex. Oui, alors un coup de grisou. Alors je vais pas prendre la parole trop longtemps d'abord parce que je suis très bavard et que je parle beaucoup, mais quand même c'est un coup de grisou d'exaspération un petit peu. Maintenant que je m'intéresse beaucoup à tous les matchs des potentiels relégables, je me rends bien compte que le niveau de la Ligue 1 est assez cataclysmique. Je mets Saint-Étienne dedans, bien évidemment. Et comme quoi, il n'est pas nécessaire de coucher quelques noms d'internationaux pour posséder un effectif beau à voir jouer. On a un niveau de Ligue 1 qui est catastrophique. Et je crois que le retour aux 18 clubs, j'étais foncièrement contre il y a quelques années quand ça avait été mis en place. D'abord contre parce que j'aime bien le foot et que ça enlevait des week-ends foot et que voilà, j'en étais un petit peu désolé parce que je voyais que pour 4 matchs de moins la S Saint-Étienne jouer et que ça m'embêtait un peu. Mais aujourd'hui, c'est une véritable nécessité. Quand je vois la SSE cumuler 31 points à 3 journées de la fin, alors je me suis amusé à regarder toutes les équipes depuis 2014 qui ont terminé 18e pour voir combien de points elles obtenaient. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, Saint-Étienne est quasiment dans l'incapacité d'égaler le nombre de points obtenus par toutes ces équipes 18e depuis 2014. On a l'ETG avec 37, Reims avec 39, Lorient 36, Toulouse 37, il n'y a que Dijon avec 34. Et puis Nîmes en 2019-2020, qui, à cause du Covid, la saison s'était arrêtée à la 28e journée. À la 28e journée, Nîmes 18e possédait 27 points. Donc c'est vous dire à quel point les équipes de fond de tableau sont faibles et à quel point je pense qu'il est temps qu'on resserre cette Ligue 1. Certes, financièrement, ça va faire du bien aux 18 clubs qui vont rester en Ligue 1, mais au niveau des yeux, au niveau du spectacle, au niveau de la façon dont on va vouloir commercialiser la Ligue 1, qui a aujourd'hui sa société commerciale, je crois qu'il est indispensable qu'on arrête de voir des bouillies de matchs dont Saint-Étienne fait partie, mais Metz en fait allègrement partie, Bordeaux c'est catastrophique, et j'en passe et d'autres. Et Clermont-Ferrand, qui est juste devant nous, produit un jeu qui est beaucoup plus attractif que celui d'autres équipes qui sont encore classées jusqu'à la 15e ou 14e place. Donc ce que je veux dire, c'est que si le championnat de Ligue 1 à 18 clubs permet
de mettre un peu plus la pression sur le jeu et sur les talents et permet d'avoir un peu plus de moyens dans les clubs pour recruter des vrais joueurs de foot, eh ben, je suis plutôt pour. Ok, alors moi je suis en quasi totale contradiction avec ce que tu viens de dire, mais je vais d'abord demander son avis à Hervé. Est-ce que il y a des points sur lesquels tu es d'accord, des points sur lesquels t'es pas d'accord? T'aimerais revenir sur Alors, quoi? d'un point de vue financier, effectivement, ça serait une bonne chose puisque le gâteau en fait serait divisé en moins de parts. Donc de ce point de vue-là, effectivement, c'est factuel. On peut être que Alors, d'accord avec ça. Alors non, non, bah alors Ah, si, je suis désolé, je me permets de te couper, mais je comprends pas en quoi ce serait factuel de dire ça, puisque si tu mets une Ligue 1 à 18 clubs, donc avec des journées de match en moins, tout ça, certes, le gâteau, tu le partages entre moins de monde, mais mais il le sera moins gâteau, gros au départ. il peut Ok, être moins oui. gros aussi, parce que les diffuseurs, ils vont pas payer autant pour une Ligue 1 avec plus de journées que pour une Ligue 1 avec moins de journées. Donc ils vont payer moins cher. Donc certes, tu vas te répartir entre moins de clubs, mais il n'y aura pas beaucoup plus d'argent, hein, vraiment. Donc tu as bien fait de me couper puisque j'étais en train de dire une ânerie. Donc autant pour moi. Sur le reste, j'ai regardé un petit peu moi le classement de la Bundesliga. Donc qui est un championnat qui évolue à 18 clubs et on voit que les derniers de classe en fait sont pas au top non plus. Je prends Grunterfurt, désolé pour la prononciation, ils ont 18 points en 32 matchs joués, ils sont à moins 51 en termes de goal average. Ils ont Arminia Belfield au-dessus d'eux qui est à 27 points en 32 matchs joués, moins 25 en goal average. Et ils ont Stuttgart pour fermer un peu la marche des bonnets d'âne qui a 29 points avec une différence de but à moins 19. Donc sur le côté de voir du meilleur football, je suis pas convaincu. Par rapport aux années où on a eu une Ligue 1, Division 1 à l'époque, à 18 clubs, il y avait quand même une grosse différence par rapport au fait que ça resserre un petit peu le niveau et que ça tire vers le haut. C'est qu'on n'avait pas un Paris Saint-Germain financièrement au-dessus des autres. Et je trouve ça fausse autant la qualité du championnat, j'ai envie de dire, que le fait d'être à 18 ou à 20, puisque le titre de champion, alors à quelques exceptions près, est rapidement abandonné au pied des Parisiens. Après, pas vraiment moi d'avis sur la question, si ce n'est que j'y vois pas que des avantages, comme je viens de vous le dire. Il y a des championnats à 18 clubs où on a aussi droit à des purges, ça c'est clair et net. Alors après, si on est pour le Bayern, on se régale parce que le Oui, Bayern en colle 6 ou 7. Mais voilà, après, effectivement, la Bundesliga, c'est pas le super bon exemple, puisque certains vont dire ça joue au foot, ça frappe de loin. Là, c'est plus une histoire de culture de pays et de football dans un pays. Je pense qu'ils pourraient jouer à 20 ou à 22 en Bundesliga. Il y aurait quand même cet état d'esprit-là dans le jeu. Il y aurait cette connotation plutôt très positive et offensive, quel que soit le nombre de participants au championnat allemand. ouais, Donc un petit peu mitigé. mitigé malgré tout. Ouais. Parce que le truc aussi, moi, ce que je me dis, Alex, tu vois, c'est que certes, là, les derniers sont pas bons, mais les derniers d'un championnat à 20, si on passe à 18, il y aura aussi des derniers. Et les derniers, ils seront derniers parce qu'ils perdront beaucoup de matchs. Et tu vois, je pense qu'on se dira, après avoir la Ligue 1 à 18, On passe à 16 quoi. ouais, voilà, on passe à 16, et puis après on passe à 14, et puis en fait, Après il y aura toujours un dernier en fait. Non, J'ai une question, j'ai une question parce que je sais pas si vous aurez la réponse. Est-ce qu'on garde à 18 clubs le système actuel de barrage pour alors ça, je sais notamment pas. celui qui monte en Ligue 2, de Ligue 2? Ah, je sais pas, non, aucune idée. Je Parce sais que pas. ça aussi, c'est un point important parce qu'à partir du moment où on joue avec ces barrages-là, ça fait 3-4 ans que ça a été remis en place. Jamais le club de Ligue 2 en position de barragiste n'est monté en Ligue 1, si je dis Ouais. pas de deuxième ânerie. Oh, il y a un Donc début à tout, tu quelques sais. Oui, bon. Oui, non, mais peut-être. Mais quoi qu'il en soit, si on garde ce système-là, ça désavantage quand même pas mal le barragiste de Ligue 2. Et donc, au final, on risque un petit peu de tourner en rond aussi. Il y a des équipes pour qui la relégation se joue à rien d'une saison à l'autre, comme c'est le cas pour Saint-Étienne depuis 2 ans. Et puis peut-être qu'on va y avoir droit. Nantes avait un petit peu flirté avec. Toulouse avait flirté avec. Donc, je pense qu'on aura toujours des clubs qui vont flirter avec la relégation et puis qui, une année, vont finir par y tomber. Et puis, ce côté de faire remonter d'autres clubs de Ligue 2, s'il y a ce système de barrage, ouais, je pense qu'on va tourner un petit peu
en rond, quoi. Alors, droit de réponse quand même pour Alex, parce que j'ai exprimé mon désaccord, et Hervé aussi sur certains points. Est-ce que tu as des choses à répondre? Non, mais c'est surtout pour l'échange et pour faire un petit peu réagir, parce que bien évidemment qu'on voit des purges en Angleterre, qu'on voit des purges en Allemagne, qu'on voit des purges même en Espagne. Les équipes de bas de tableau sont pas toujours plus belles à regarder que les nôtres. Non, l'idée c'est qu'en effet, moi je voyais quand même une part de gâteau à distribuer qui était plus importante pour les clubs, même si ça fera pas la grande différence. Encore qu'en cette période de sortie de Covid, je crois que nos clubs ont surtout cherché à sécuriser leurs finances parce que beaucoup ont été très mal et le sont toujours. Après, il faut être clair, même de temps en temps, j'aimerais voir une confrontation entre le 18e anglais et le 18e français. Ouais. Et je pense que ça pourrait piquer un peu, quoi. Ouais, oui, bah ça, je veux bien te croire. Mon cher Kevin, qu'est-ce qui ressort du chat? J'ai vu que tu avais fait un sondage pour ou contre la Ligue 1 à 18. Et de manière un peu plus textuelle, qu'est-ce qu'il y a dans le chat? Alors déjà, pour la place de barragiste qui se maintiendrait, on nous dit que ça serait une montée directe et un barragiste, et Josh qui nous dit oui, à partir de la saison d'après, ça serait Ok. réintroduit. Donc à se confirmer, mais voilà. Pour ce qui est de la Ligue 1 à 18, donc le sondage nous disait... Enfin, le chat est quand même un peu partagé entre le plutôt d'accord et le fait qu'il soit mitigé, quasiment à 40% chacun. Bizarrement, personne n'a voulu de ma Ligue 1 à 30. Ça nous laissait quand même plus de chances d'être dans. Enfin, moi je dis ça comme ça, mais si on est 17ème dans une Ligue 1 à 30, on est maintenu, quoi. Ah bah on est ventre mou, hein, on est en Voilà, 17ème. voilà, donc voilà, après, les gens sont plutôt contre, on va dire, la Ligue 1 à 18 dans le textuel, mais le sondage, lui, fait ressortir un mitigé Ok. plus probant. Ok, très bien. J'ai une petite info à vous donner, une exclue Synthé Night Club et Synthé Inside. Donc, on va lancer le jingle du prochain match et je vous dis ça tout de suite. Active Synthé Night Club. Le prochain match. Alors, en exclusivité sur la chaîne twitch.tv/SynthéInside, venez nous rejoindre si vous nous écoutez en podcast. On a Lucas Kaloda qui est latéral piston gauche de la réserve qui a priori devrait signer son premier contrat pro pour une saison sauf retournement de situation. Voilà selon les infos de Synthé Inside qui me remontent là tout de suite. Je viens d'avoir l'information. Donc voilà, Lucas Kaloda, latéral ou piston gauche entre guillemets de la réserve, devrait signer pro très prochainement. Ceci étant dit, je vous ai mis les photos du match aller Saint-Étienne-Nice qu'on avait perdu. On a 10 jours pour le préparer, ce rendez-vous. Est-ce que pour vous c'est plutôt une bonne nouvelle ou plutôt une mauvaise nouvelle qu'on ait quelques jours de repos devant nous? Est-ce que ça risque de faire cogiter les têtes stéphanoises ou est-ce que au contraire ça va nous laisser un peu de temps pour nous reposer, il y aura des retours, ça fera du bien? Qu'est-ce que t'en penses, Hervé? Ouais. Pardon. Ouais, T'as certains joueurs que ça va pas inquiéter, puisque ça m'y a fait penser tout à l'heure. D'ailleurs, je l'enlève officiellement de mes tops du match pour sa réaction d'après-match. C'est Denis Bouanga qui, à la sortie du match, dit bah là, c'est bon, on a 10 jours avant le prochain match, donc on va pouvoir se reposer. On va se vider les têtes, on va penser à autre chose, ça va faire du bien. Bon, mon pote, on est le 1er mai. Si t'as pas envie de penser à maintenir le club, alors j'exagère volontairement, mais ces 10 jours-là, il ne faudrait pas que... on sait qu'on a une équipe qui mentalement est plutôt faible depuis un moment. Il ne faudrait pas que les mecs, justement, arrivent dans leurs pantoufles, dans leurs petits souliers, et se disent, oh ben là, on a 10 jours, on va pouvoir travailler, on va pouvoir regarder les autres jouer pendant que nous, on jouera que 3 jours plus tard. Voilà, un peu de décompression malvenue. J'y aurais pas cru il y a quelques mois en arrière. Là, malheureusement, je suis obligé de me dire que ces 10 jours-là, c'est peut-être pas... voilà. Si ça permet à certains joueurs de revenir, de se refaire un petit peu la cerise physiquement, pourquoi pas. Mais sinon, ouais, pas forcément une bonne nouvelle, quoi. Qui est-ce qu'on peut espérer comme retour, Alex, là, d'ici, j'allais dire la semaine prochaine, mais d'ici 10 jours? Bon, d'ici 10 jours, à mon avis, on peut voir apparaître les petits blessés, ceux que j'appelle les petits blessés. Alors, Wabikazé sera suspendu, mais lui, à mon avis, aurait été opérationnel. Riyad Boudbouz devrait être opérationnel. Romain Amouma
également. J'attendais son nom, le petit blessé à Mouma. Non, mais comme il était quasiment sur le retour et puis finalement il revient pas parce qu'il a découvert que son mollet était un petit peu douloureux. Je veux dire, bon, là on devrait pouvoir le voir revenir. Mais moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est qu'on revoie Falaï Sako. Si Falaï Tu Sako le disais revient, tout à l'heure, ouais, tu parlais de Falaï Sako tout à l'heure. Tu penses vraiment qu'il peut être disponible la semaine prochaine? je pense qu'il peut faire partie du groupe, mais ne pas être titularisé. Ok. Au moins pour ressentir un petit peu le groupe, et puis bien évidemment qu'il le prendra s'il peut courir sur un terrain. Hein. Mais pourquoi pas, j'ai envie d'y croire. En tout cas, je suis quasiment persuadé qu'on va le revoir plus d'un match avant la fin de saison, donc ça veut dire au moins contre Reims et contre Nantes. J'ai pas d'infos particulières là-dessus, mais en tout cas, tout le monde a l'air d'être très optimiste sur son retour. Et puis, Crivelli. Enzo Crivelli, Ouais. quoi. Enfin, Modeste, c'était un super deal l'année dernière comparé à Crivelli. Parce qu'il a joué, lui, au moins. Un petit peu. Mais Crivelli, c'est 26 minutes et puis plus rien. Donc, voilà, j'ai envie de dire, pour que l'aventure se termine correctement entre Enzo Crivelli et la SSE, il faudrait presque que ce soit lui qui marque contre Reims, qu'on batte Ouais. Reims, et puis pourquoi pas qu'il nous en mette un petit à Nantes. Voilà, ça ferait du bien à tout le monde, quoi. Hervé, Le- si Crivelli venait à être dispo, tu vois Pascal Duprat jouer avec un neuf comme ça, un vrai neuf de formation qui a l'habitude de jouer comme ça? Alors, je pense qu'il l'aurait pas fait, puisque même quand Crivelli était opérationnel, au final, il l'avait pas mis titulaire face à Marseille. Là, ça serait tellement gros que le mec ne puisse jouer que 2 matchs dans la saison, que ça serait compliqué de s'en priver pour ces 2 matchs-là, quoi. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, voilà. Après, pour revenir sur le côté des 10 jours, autant par rapport à l'état d'esprit des joueurs, ou en tout cas de certains, ça me rassure pas trop. Qui est quand même à noter d'un point de vue positif, c'est qu'on aura quand même des jours de récupération de plus par rapport à Nice qui sortira de sa finale Oui. de coupe. Donc voilà, après, honnêtement, si Crivelli est dispo, autant tenter le tout pour le tout, quoi. Parce que je vous dis, ça serait tellement ridicule que le mec soit dispo que 3 matchs et demi et qu'on n'en profite que un demi-match. Je vois pas Pascal Duprat quand même aussi bête que ça, pour pas dire autre chose, quoi. Hervé, Oui, je peux te poser une question? oui, bien sûr. Est-ce que, selon toi, c'est mieux que Nice gagne la Coupe de France, qu'ils fassent la fête toute la nuit, qu'ils picolent comme des trous et qu'ils arrivent avec la gueule de bois? Ou est-ce que tu penses qu'il vaut mieux qu'ils perdent la Coupe de France et qu'ils soient déprimés, qu'ils se disent la saison est finie et qu'ils jouent pas contre nous? Alors, il n'y a pas de vérité dans ça, je pense, puisque moi, je me rappelle, 2013, on gagne la Coupe de la Ligue. Alors, c'était que la Coupe de la Ligue, mais pour Saint-Étienne, c'était bien plus que ça. Et derrière, on avait déroulé en championnat, on finit européenne de toute façon, même sans gagner cette finale de Coupe de la Ligue. On avait fait des gros scores derrière, on avait un petit peu l'euphorie de cette victoire en Coupe. A contrario, il y a des équipes, et Nice, je pense, en fait un petit peu partie. Ça serait peut-être le coup de massue de trop s'il venait à la perdre. Donc, honnêtement, je te réponds à la question, j'en sais rien du tout. Il n'y a pas de scénario. Une équipe qui gagne sa finale de coupe n'est pas sûre de tout gagner derrière, Ouais. mais n'est pas sûre de tout perdre, et vice-versa. Donc, moi, je verrais plutôt s'ils la perdent. Ils sont tellement en décompression en plus depuis qu'ils sont qualifiés pour cette finale qu'à mon avis, peut-être que s'ils la gagnent, les mecs, voilà, ça y est, c'est fini. On a fini la saison, on a gagné notre trophée. Bon, honnêtement, j'en sais rien du tout. Bon, Mais je bah, pense que qu'ils verra la perdent ou qu'ils la gagnent, on a un bon coup à jouer face Ouais. à cette équipe de Nice, quoi. alors un bon coup, si tu devais pronostiquer, ce serait quoi? Ouais, un bon coup. Alors la raison, le bon coup vu notre dynamique, ça serait un match nul. Je vais encore parier avec la raison avec le cœur. 2-1 parce qu'on va quand même prendre un but, mais qu'on va être capable de renverser cette équipe de Nice. Voilà, 2-1 Ok. pour Saint-Étienne. Bon, et ben on signe dès demain. Alex, toi, si tu devais pronostiquer pour Nice-Saint-Étienne, tu dirais quoi? Un match nul qui nous arrangerait, en fait. Hein. Je ne nous vois pas gagner, sauf à ce qui est, par exemple, un retour de Sako. Je suis désolé, mais c'est mon facteur X de fin de saison, Ouais. Sako.
Donc voilà, sans Sako, un gars comme Delors peut nous mettre le feu à chaque moment, et pas que lui. Voilà, mais si on fait un partout, c'est un bon résultat, c'est un bon point de prix, et ensuite il y aura Reims, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il ne faut surtout pas attendre patiemment que Bordeaux perde ses 3 derniers matchs, que Metz perde, en se disant que les barrages c'est pour nous, parce que les barrages, j'espère quand même qu'un mec comme Pascal Duprat est en train de dire les gars, on n'en veut pas du barrage. Nous, ce qu'on veut, c'est se maintenir, terminer, mais on ne veut pas du barrage. Et là, j'ai l'impression que dans l'esprit de tout le monde, le barrage, il est accepté. Bah ouais, moi j'avoue que je m'y suis un peu résigné. Il avait même pronostiqué ça dès qu'il est arrivé, Dupraz, en disant s'il faut attendre les dernières minutes du dernier match de barrage, on attendra les dernières minutes du dernier match de barrage. Donc, c'est vrai qu'il a dit ça. Est-ce qu'il y a des pronos optimistes dans le chat? Eh bien écoute, il y en a quand même quelques-uns. Pierre Breton qui nous dit 2-1 pour Saint-Étienne. Et un partout, but de Colo pour les Verts, pour Leïla. C'est les deux choses les plus positives que j'ai vues. Sinon, on a une défaite de 0. On a un autre de 0. Et enfin, Magic Power qui nous dit bonne nouvelle pour notre mental, cette pause de 10 jours. Mais si Bordeaux performe ce week-end, bon courage pour les joueurs qui seront sur le terrain. Car oui, on sentira leur souffle dans notre nuque. Tout à fait, j'aime bien le prono de Joss Randall, un vieux 0-0 héroïque en 8-2-0. Et ben on espère que ce sera un peu plus fun que ça. Sur ce, messieurs, dames, merci d'avoir suivi ce nouveau numéro du Saint-Étienne Night Club. Merci à vous qui nous écoutez en podcast. Merci à vous qui étiez présents en direct ce soir sur le chat. Merci à mes chroniqueurs Hervé et Alex. Merci à toi, Kevin, d'avoir été avec nous. Merci à la Radio des Verts de Active qui nous héberge. Et puis on se dit à très vite pour le prochain numéro, en espérant évidemment débriefer une victoire. Salut tout le monde. Salut, allez les Verts. Salut à tous.